Aujourd'hui, dans ce numéro d'African Woman 2.0, nous recevons Larissa Aimé Akpani, pilote chez Air Côte d'Ivoire. Après près de 10 ans d'expérience, elle a gravi les échelons de contrôleur aérien à pilote de ligne. Elle nous partage son parcours atypique et ses ambitions. Larissa Aimé Akpani est pilote de ligne et possède près de 10 ans d'expérience dans l'aviation. Issue d'une famille modeste, elle a grandi sous l'influence d'un père professeur de lycée qui lui a inculqué la valeur du travail acharné et bien fait. Après un baccalauréat série C en 2009 et une licence professionnelle en informatique microélectronique et télécommunications en 2013, sa passion pour l'aviation est née lors d'un stage à la Sodexo. En 2013, elle réussit le concours de contrôleur aérien de l'ASECNA et suit une formation en Afrique du Sud et au Niger. De 2015 à 2018, elle travaille comme contrôleur aérien à la Tour d'Abidjan. En 2018, après sa réussite au concours de pilote dans une compagnie aérienne de la place et une formation de 3 ans en Côte d'Ivoire et en Belgique, elle devient pilote de ligne sur le Dash 8 Q400. Bonjour Larissa. Bonjour Exaïta. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Larissa. Mais Larissa, en fait, la question que j'ai envie de te poser depuis le début, parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes pilotes, tu es pilote de ligne, et on n'a pas beaucoup de femmes pilotes africaines. J'imagine, je ne connais pas toutes les compagnies aériennes africaines, mais j'imagine qu'on n'a pas beaucoup, parce que bon, je n'en vois pas beaucoup. Oui. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller dans cette filière de pilote? Bon, je ne sais pas si c'est là-bas que tu as commencé, mais raconte-nous tout, on veut tout savoir. Je n'ai pas grandi avec le rêve de devenir pilote. Ah bon, hein? Non, pas du tout. Justement, mon entourage s'étonne un peu de me voir aujourd'hui pilote, me voir même dans l'aviation, parce que je n'en avais pas parlé avant. Mais je pense que je n'ai pas grandi avec ce rêve, peut-être simplement parce qu'on ne m'a pas informée sur l'aviation. C'était un domaine qui était totalement méconnu pour moi. Pour moi, l'aviation, le pilotage, c'était une histoire d'hommes. Oui, bien sûr. Oui, bon, c'est comme ça que nous tous on le voit, malheureusement. Bon, c'est pas... Donc, du coup, je n'ai pas grandi avec ce rêve. Par contre, plus jeune, je ne trouvais pas spécialement un domaine qui me fascinait. Je me trouvais même bizarre parce que j'avais de bons résultats, bon élève à l'école, avec un papa enseignant dans ton lycée. Donc, tu as le devoir de bien travailler. Mais je n'avais pas spécialement de rêve. Je voulais d'un métier différent, mais quoi exactement, je ne savais pas. Donc, après mon bac, je me suis orientée sur conseil de ma famille en informatique parce que j'ai eu un bac scientifique, un bac C. Donc, un peu la continuité, vas-y, fais l'informatique. Comme ça, tu restes encore dans les sciences. Et donc, c'est en intégrant une entreprise dans le cadre de mon stage en informatique, une entreprise à l'aéroport, que j'ai découvert le monde de l'aviation. Ah ouais. Donc tu travaillais dans une... Tu travaillais même pas là. Tu travaillais à l'aéroport, mais dans une autre boîte. Voilà, dans une informatique. Dans une boîte aéroportuaire. Mais j'ai intégré le domaine informatique, le département informatique de cette boîte. Pour soutenir pour ma licence. Et c'est là que j'ai connu les métiers de l'aviation. Donc j'ai connu le contrôle aérien, j'ai connu la météorologie, j'ai connu les métiers comme technicien de la navigation, des choses que je ne connaissais pas du tout avant. Et j'ai été captivée par l'aviation. Donc, entrer dans une entreprise, intégrer le secteur informatique, et puis finalement, non, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est l'aviation qui m'intéresse. Donc, je me suis d'abord lancée dans l'aviation. J'ai d'abord passé un concours national, le concours de contrôleur de la circulation aérienne. C'était en 2013. Que je ne connais pas. Alors, mais je n'ai jamais même entendu parler de ça. Bon, donc c'est très bien qu'on en parle. Donc, mais il faut donc pour intégrer ce secteur, il faut passer, c'est par concours. Très souvent. D'accord. Très souvent. En Côte d'Ivoire, c'est plus par concours, mais enfin, pour devenir pilote, je peux payer ta formation. D'accord. Donc, j'ai passé le concours de contrôleur de la circulation aérienne. C'était difficile? Un peu, à cette époque, oui, c'était un peu difficile. Parce que je me souviens qu'on passait les concours de cette entreprise-là et puis il y avait souvent 0,5. Et moi, la fois où j'ai passé, c'était un test spécial, psychomoteur, psychotechnique, pardon, avec une interview en anglais et tout ça. Et puis finalement, j'ai été retenue. Donc, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Mais à l'époque, c'était quand même un peu difficile. Donc, je suis retenue pour le concours et je pars d'abord en Afrique du Sud. Je fais 2 mois pour apprendre l'anglais parce que l'anglais, c'est la langue de l'aviation.
Et moi, avec mon niveau basique d'anglais d'école, il me fallait passer en Afrique du Sud pour apprendre l'anglais. Après ça, je pars à Niamey au Niger, dans l'école régionale qui forme les contrôleurs et les météorologues, les techniciens de la navigation. Donc, c'est l'EAMAC. Ok. Et tu as passé combien de temps là-bas? J'ai fait 1 an et demi là-bas. D'accord, ça c'est pas facile aussi, hein? C'était pas évident. Mais bon, il y a une bonne énergie, il y a plusieurs communautés, on travaille ensemble, on étudie ensemble. D'accord. Donc il y avait beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants de plusieurs nationalités d'ailleurs. Ah, super. Donc c'était une très belle expérience. Et donc après ça, en 2015, je reviens en Côte d'Ivoire et je commence à travailler en tant que contrôleur de la circulation aérienne. C'est un très beau métier également où il y a très peu de femmes. Je me souviens qu'en 2015, moi j'étais, je pense, la 6e femme contrôleur dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, donc, l'aviation, c'est mon domaine. Je parle à des pilotes sud-africains dans le cadre de ce métier-là. Je leur donne des autorisations de décollage, d'atterrissage. J'ai conscience que ce domaine, c'est un secteur très rigoureux, mais aussi très passionnant pour moi. J'ai des amis qui sont pilotes. Ils me communiquent encore plus cette envie de devenir pilote. Oui. À un moment de ma carrière, je me dis, je veux apprendre à décoller, à atterrir un avion. Et puis, je tombe sur une belle opportunité de la compagnie nationale qui cherche des jeunes Ivoiriens pour les former en tant que pilote. Le choix est vite fait pour moi. Oui, bien sûr. Donc, je démissionne et puis je réussis à ce concours-là également. Et puis, je pars en Belgique pour me faire former en tant que pilote. Waouh! Voici un peu mon parcours. Merci. Donc, pour moi, c'était très progressif. L'aviation est venue à moi et puis ça a été un coup de cœur et aujourd'hui je m'y sens bien, c'est mon domaine aujourd'hui. Voilà. Et donc tu n'as jamais été intimidée par le fait que, bon, comme on dit, c'est un peu un métier d'homme, mais c'est un métier d'homme aussi. C'est pas seulement parce que c'est difficile et l'aspect technique et tout ça, je pense que c'est aussi les contraintes. Les contraintes, parce que beaucoup de femmes, on pense au foyer, on accouche, on n'est pas toujours, voilà. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait que beaucoup de femmes ont peur un peu de ce métier. Mais dis-nous, pour toi, quelle a été ton expérience par rapport à ça justement en tant que femme? Écoute, j'étais aussi jeune. Oui, moi, j'ai toujours mis le travail avant. On dit à la maison, hein, le boulot, c'est ton premier mari. Bon, ça, c'est avant que tu te maries. Parce que quand tu te maries, je ne sais pas si ton travail, c'est toujours ton premier mari. Ton premier mari, ton boulot, c'est ton premier mari. Donc, on me le disait très souvent. Donc, moi, je me suis concentrée sur ma carrière. Et ça n'a pas été difficile pour moi de... Mais donc, quand tu as commencé, tu avais quel âge? Quand tu as commencé enfin, depuis même que tu faisais contrôleur. Contrôleur, donc le concours, je l'ai passé, j'avais 21 ans. J'ai fini le concours, j'ai fini la formation, j'avais 23 ans. J'ai commencé à travailler à 23 ans. Donc, en tant que contrôleur. D'accord. À 23 ans, on ne pense pas spécialement à se marier. Donc, je suis jeune, j'ai la fougue encore. Je suis concentrée sur ma carrière, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, quand à 26 ans, il y a un concours qui se présente à moi, mais il n'y a pas de question à se poser et j'y vais encore. Donc, voilà, donc effectivement, il y a cette notion de femme, surtout en Afrique, qui fait qu'on peut être un peu arrêté de foncer, on peut être un peu intimidé même. Mais moi, à cette époque, pas du tout. C'était un domaine qui me plaisait, qui me fascinait. J'étais jeune, j'avais du temps, j'avais le temps d'étudier. J'y suis allée, c'était naturel pour moi. Et est-ce que pendant que tu y es, est-ce que tu sens quand même parfois un peu des petits préjugés de par tes collègues pilotes hommes ou bien d'autres gens qui travaillent avec toi où ils se disent « Ah, une femme, comment elle est arrivée là? Est-ce qu'elle est aussi bonne que ça ?» Est-ce que tu sens ça un peu? Honnêtement. C'est... Honnêtement, on écoute seulement. On va être franc. On va être franc et on ne pointe pas de doigt à quelqu'un de précis, mais on dit ce qu'on vit. Je peux ressentir souvent. C'est pour ça que je ne mets pas mon état de femme, ma condition de femme. Je suis une femme. Oui, bien sûr. Voilà, on ne peut pas le cacher. Me cacher de ça. Mais je fais tout pour que ma condition de femme ne fasse pas de moi un canard boiteux. D'accord. Voilà, en équipage, ce n'est pas parce que je suis une dame qui a un levier un peu lourd à tirer que je ne le tire pas. Ce n'est pas parce que je suis une dame qui a des choses en tant que copilote que je dois faire que je ne les fais pas. Non, pas du tout. Donc, je m'efforce au maximum de rester pilote. Quand moi, je suis aux commandes de l'avion, quand je suis en train de travailler en équipage, je ne suis pas femme, je suis pilote. Mon genre ne compte pas. Tout à fait. Et je pense que j'arrive... Je peux te dire que pour nous, passagers, on s'en fout, même si quand on est dans les airs, même si tu es un oiseau qui est assis là-bas, il faut juste nous amener à destination et en toute sécurité. C'est tout ce qui nous intéresse. Exactement. Donc, je ne suis pas femme. Je fais tout pour rester compétente
et ça marche. Mais c'est vrai que par moments, tu peux ressentir, souvent dans des prises de décision, que il faut forcer pour dire ton mot par exemple, mais c'est pas très... C'est-à-dire que peut-être on te... Pas questionne, mais il y a un petit doute. Mais après, je pense qu'une fois qu'ils voient ton professionnalisme... Ton potentiel, en fait, après, avec l'habitude, ça va. Non, je ne peux pas citer quelque chose de très flagrant. Oui, qui t'a choqué. C'est un peu là, mais on arrive à faire avec. Donc, ça Très bien. Donc, tu encourages d'autres jeunes filles à s'engager dans ce métier. Bien évidemment. Encourage-les, parce que moi, je trouve que c'est... En fait, je pense que pour les femmes, je pense que c'est même une opportunité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de compagnies aériennes aussi qui veulent justement montrer, qui recrutent des femmes, qui font la promotion du genre. Donc, je pense que c'est une vraie opportunité pour les femmes aujourd'hui de rentrer dans ce secteur qui est pratiquement vide, en fait, et qui est facile d'accès. Enfin, facile. Je ne veux pas dire qu'il faut facile dans le sens, mais je veux dire, c'est-à-dire c'est plus ouvert. Voilà, c'est là, il faut juste saisir les opportunités. Sa chance. Voilà. C'est pour ça que quand je suis contactée très souvent pour discuter avec des plus jeunes dans des écoles, je n'hésite pas un instant, parce que moi, si j'avais grandi avec ce rêve-là, j'aurais été peut-être plutôt pilote ou encore plus loin. Oui. On n'en sait rien. Donc, je pense que c'est important, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est important pour moi de parler de l'aviation aux plus jeunes pour qu'ils chopent un peu la passion. Mais qu'est-ce que tu dis? Parce que j'imagine qu'il y en a qui te disent, bon, c'est difficile, il faut être bon en maths, il faut être bon en physique, peut-être pas physique, mais oui, en physique. Est-ce que parce que j'imagine que les gens, tout de suite, c'est ce qu'ils voient. Un littéraire ne se dit pas, je peux être pilote. Il y a les sciences. Les sciences, voilà. Donc, la base, c'est les sciences. Il faut aimer les sciences. Il faut aimer les sciences, l'anglais. Mais l'aviation, c'est la rigueur, les procédures, le travail bien fait. Donc, si tu es quelqu'un de procédurier qui applique ces procédures, tu aimes le travail bien fait, tu es rigoureux, tu réussis dans l'aviation. Donc, la base, effectivement, c'est les sciences, mais il faut travailler. Il faut toujours s'améliorer. On ne devient pas pilote en un jour. Il faut toujours s'améliorer. Donc, c'est les qualités qu'il faut finalement. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait faisable si on le veut. Tu encourages, donc, comme tu disais, les jeunes à s'engager dans ce métier. Mais on sait qu'être pilote, j'imagine qu'il y a beaucoup de stress. Parce qu'on a quand même... Un avion, ça peut prendre entre, je ne sais pas, ça commence à une soixantaine de passagers, à même plus. Et donc, on a la responsabilité de la vie de ces gens entre ses mains, en quelque sorte. Donc, il y a énormément de stress. Comment tu gères ce stress? Est-ce que c'est un stress que tu ressens en réalité? Parce qu'une fois que tu maîtrises ton travail, est-ce que c'est un stress continu? Alors, de moins en moins. Mais il faut toujours gérer le stress. Il y a toujours du stress. Même le pilote qui a des milliers d'heures de vol, une longue expérience, il va toujours ressentir un petit stress. Surtout dans des phases critiques comme le décollage, l'atterrissage ou dans des situations d'urgence. Donc, le stress, on le vit tous les jours. Mais au fur et à mesure, on arrive à faire avec. Voilà. Donc, on gère le stress. Comment tu gères le stress? Alors, parce que moi, je suis juste passager. Hein. Et je pense que je t'ai même dit ça. Moi, dès que je finis un vol avec trop de turbulences, je remonte dans l'avion, mon cœur bat. Donc, je ne peux même pas mentir. Donc, pour toi, parce que bon, il y a ces périodes justement de turbulence, il y a des périodes où, et surtout ici en Côte d'Ivoire, où il pleut énormément, on décolle dans la pluie, et moi, c'est ça mon stress, moi d'ailleurs, c'est qu'on décolle dans la pluie, il y a tout le temps des turbulences, voilà. Donc, quand tu dis tu gères, tu le gères comment? D'abord, j'ai confiance en ce qu'on m'a appris. Oui, j'ai confiance en mes procédures, j'ai confiance en ce que je sais faire. Du coup, ce n'est pas le stress du début. C'est un stress, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis au fur et à mesure, ce stress-là, il est là, mais comme on a confiance en soi-même, j'ai vécu plusieurs fois des situations où la météo était dégradée et finalement, ça s'est bien passé avec le commandant, on a pris les bonnes décisions. Donc, quand une situation comme ça se présente à moi, il y a un premier stress qui vient, mais j'ai déjà vécu la situation, je sais un peu ce qu'il y a à faire, donc ce n'est pas le gros stress du débutant. Au fur et à mesure, on arrive à gérer son stress. Donc, c'est croire en son potentiel, croire en ses procédures, et puis se servir de son expérience pour régler les situations. Le stress, il diminue naturellement. C'est ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais donc, par exemple, quand tu as parlé de situations qui ont été difficiles, raconte-nous les situations difficiles. Parce que moi, je peux t'en raconter plein où j'ai eu peur, hein, où mon cœur a failli lâcher, où je me suis dit, non, là, c'est la fin. Et je commençais à prier. Parce que parfois, il y a des secousses. Moi, j'ai fait une fois à Rio, Paris.
Et j'ai cru que j'allais mourir. Sur pratiquement 1 heure, l'avion, il n'a pas arrêté de secouer. Et donc, j'ai commencé à faire des prières. Et il y a eu des vols aussi localement, ici où je voyageais, où il pleuvait, où vraiment, il y a eu des situations de stress. Mais donc, comment, justement, quand il se passe ça sur l'avion, nous qui sommes derrière, on ne voit pas, on ne sait pas. Comment ça se passe à votre niveau? Chaque fois qu'il y a des turbulences, tous les avions qui sont moins gros, mais pas les gros porteurs. Bon, on a un radar dans l'avion qui nous permet de voir les nuages dangereux. Il y a des nuages qui ne sont pas dangereux, il y a des nuages qui sont très dangereux à éviter automatiquement. Ah bon, quels sont ces nuages? Les cumulonimbus, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est les précipitations, c'est les pluies. Voilà, les précipitations. Donc, le nuage va se former, il va atteindre la maturité, il va déverser de l'eau, donc de la pluie. Donc, c'est des nuages à éviter totalement parce qu'ils sont très dangereux pour l'aviation. Souvent, si par exemple on veut arriver sur un aéroport, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ce genre de nuages autour de l'aéroport, on va les éviter du mieux qu'on peut. Et souvent, il y a des nuages qui sont en train de grandir, aller en maturation, dans lesquels on peut passer un peu plus à côté ou parce qu'on n'a pas le choix, on peut essayer de passer dedans. Ça peut aussi nous surprendre qu'au début, de loin, on voit que le nuage, il n'est pas si dangereux que ça. Et quand on se rapproche, il est beaucoup plus dangereux. On est un peu pris au piège et on cherche... C'est ce qui m'est arrivé là quand je faisais mes prières. Là. Voilà, c'est ça. On cherche une issue de sortie. Mais on dit souvent qu'il y a un Dieu pour les pilotes. Dans notre jargon, dans notre jargon, on dit qu'il y a un Dieu pour les pilotes. On trouve toujours moyen de... Mais du mieux qu'on peut, on évite les turbulences, on évite les nuages dangereux parce qu'on a des équipements à bord qui nous permettent d'éviter ça. Entre autres, c'est par rapport à... en ce qui concerne par exemple la météo. En ce qui concerne par exemple les pannes techniques. J'ai récemment vécu une panne avec un commandant qui est d'abord un de mes chefs. Et puis, c'était une panne hydraulique. Donc, cette panne engendre des pannes de d'autres mini-systèmes de l'avion. D'accord. Ok. Donc, mes pannes hydrauliques, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne vais même pas mentir. Mais ça me fait... Ah, de l'eau? Il manquait de l'eau? Non, ce n'est pas de l'eau. C'est un liquide qui permet, qui gère un système, qui gère un système et qui a de l'impact sur d'autres système également. D'accord. Donc, il y avait une panne. Donc, on avait une panne hydraulique qui a créé, finalement, qui a eu pour conséquence de nous limiter au niveau de l'avion. Donc, on a eu d'autres petites pannes. Donc, quand on s'est posé, on ne pouvait plus, par exemple, freiner nous-mêmes. On a eu à faire le freinage. Maintenant, moi, j'ai peur, là. Non, il ne faut pas. Mais ça, c'était... Vous étiez en vol et vous avez remarqué qu'il y avait le problème. Le problème. Et on a suivi la procédure. Donc, on a des procédures. On dit souvent que le pilote, il est pas payé pour ce qu'il fait tous les jours, il est payé pour ce qu'il sait faire. Et on est censé savoir gérer les problèmes d'urgence. Et on les gère parce qu'on est entraîné pour ça. Donc, on a eu la panne en vol, on a suivi la procédure, on s'est posé, on ne pouvait pas freiner de nous-mêmes, on a utilisé un système de freinage en urgence. On s'est posé sur l'avion et on a été tracté pour dégager la piste, aller au parking. C'est une des situations qui m'a... Mais ça, les gens savaient que vous aviez un problème ou non? Oui, on informe les passagers. Mais c'est un problème, c'est une urgence. Mais dans l'aviation, lorsqu'un système tombe en panne, on trouve il y a souvent... Oui, il y a toujours une solution. Une solution. Donc, il y a une solution. Après, il y a des situations très critiques qui ne sont pas du tout énumérées et que j'aimerais surtout pas avoir dans ma carrière. Moi non plus. Mais l'aviation est réglementée et l'aviation, c'est un secteur quand même qui est safe. Donc, Oui, parce que quand tu regardes le nombre de vols, tu peux même pas imaginer, hein, partout dans le monde, le nombre de vols et puis... C'est très rare qu'on entende qu'un avion s'est écrasé. C'est quand même assez rare, il faut qu'on se dise la vérité. L'aviation, c'est safe. Quand on voit un vol comme ça, il y a plusieurs choses qui ont été faites en amont. La sécurité, elle a plusieurs niveaux. Quand moi, j'arrive à l'avion avec mon équipage, avec le commandant et l'équipage, on prend un avion qui est safe parce que la maintenance, la mécanique a vérifié les systèmes. Ils se sont assurés de nous donner un avion qui n'a pas de problème et qui n'est pas censé avoir de problème au décollage jusqu'à l'atterrissage à destination. Donc déjà, la maintenance a fait son travail. Ensuite, nous, on va faire nos checks, on va vérifier que l'avion est effectivement en bon état. On va faire nos checks au sol. Ensuite, si on décolle, si d'aventure on a une panne, on a des procédures pour gérer la panne. Des procédures qui vont nous aider à nous poser de façon en toute sécurité.
En vol, on a le contrôleur aérien, justement le métier que j'ai fait avant de devenir pilote. C'est un domaine où les contrôleurs donnent des clairances de décollage, d'atterrissage. Ils évitent les collisions, ils évitent les abordages. Donc, on est en charge jusqu'à l'atterrissage. On est pris en charge jusqu'à l'atterrissage. Donc, vous voyez un peu, derrière un vol simple, un décollage, un atterrissage, il y a plusieurs entités qui ont travaillé pour finalement le bon déroulé de ce vol. Donc, l'aviation, c'est safe. Je me sens plus en sécurité avec toi là maintenant. On ne peut pas dire que le risque est zéro, mais le risque, il est réduit parce qu'on a mis des... Tout à fait. Oui, il y a des checks, quoi. Voilà, des checks. Vous vérifiez, en fait. Il y a des vérifications. Très bien. Bon, là, je me sens un peu mieux. Tu m'as un peu rassurée. mais dis-moi un peu quand même, parce que j'imagine que les heures de travail, est-ce que c'est intense? C'est sûr, ce n'est pas le 9h, 5h du travailleur habituel. Non. Les horaires sont différents. Est-ce que c'est un travail qui est fatigant? Et est-ce que aussi tu penses que, je ne sais pas si tu es mariée ou pas encore. Non, pas encore. Pas encore, ok. Et est-ce que tu penses que ça va changer quand tu vas te marier? Et que, tu vas être enceinte et que, voilà. Tu vas fonder une famille. L'aviation est réglementée aussi. Les horaires ne sont pas les horaires habituels des travailleurs habituels. Bien sûr. Moi, je ne peux pas travailler un lundi, je ne peux pas travailler un mercredi, je peux travailler un samedi, un dimanche, je peux travailler à Noël, je peux travailler le 1er janvier, le jour de l'an. Donc, mon programme... Ton programme ne dépend pas de toi, c'est ça? Ne dépend pas de moi. Mon programme dépend de la compagnie. Donc, j'ai un programme qui sort au mois, qui peut être modifié en fonction du déroulé des vols. Donc, au niveau de la famille, je pense que c'est une question d'organisation. Moi, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai mes frères, j'ai mes parents, j'ai aussi mes amis, ma vie sociale. Ce que moi, je fais en tout cas, c'est que j'ai déjà très tôt informé mon entourage, mes amis, mes parents, que je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. On ne fera pas un événement familial avec moi au centre, par exemple, si ça ne me concerne pas. Donc voilà, donc je vais être présente. Tu es là. Si je suis là, je viens. Si je ne suis pas là, je ne viens pas. Mais on ne va pas choisir un jour du mois de, je ne sais pas, août ou décembre et dire ce jour-là, c'est Larissa qui va... Non, pas spécialement. Il faut les mettre... Larissa n'est jamais disponible. Non, je suis pas disponible d'abord. D'abord, je ne suis pas disponible parce que je travaille, parce qu'on n'a pas, on n'a pas le même style de vie. Bien sûr. Moi, je ne suis pas forcément disponible le week-end. Bien sûr. Donc, ça part avec beaucoup de communication. Et ça passe. Moi, quand mes parents m'appellent, mon papa, quand il m'appelle, « Allô, tu es disponible ?» C'est par ça que ça commence, la conversation. Si je dis oui, ok, on y va. Si je dis non, désolé. Et puis, voilà. Donc, il faut juste communiquer par rapport à ça. Il faut que la famille comprenne, les amis comprennent. C'est vrai que ça rend un peu solitaire parce qu'au niveau des amis, on t'appelle une fois, tu n'es pas disponible. Après, on va plus t'appeler. On te dit, bon, appelle-moi quand tu es disponible. C'est ça. Mais les vrais comprennent. Et bien puis, sûr, bien sûr. Donc, il y a quand même une petite vie sociale qu'on peut avoir. Et moi, si demain je me marie, déjà, si je suis enceinte, je ne pourrai pas continuer à piloter parce que c'est la réglementation. Mais je pense que même un enfant s'adapte. Bien sûr, oui. Même un enfant s'adapte. Oui, on s'organise. Voilà, un enfant s'adapte à la situation. Je ne pense pas que mon métier, mon mariage me freinera dans mon envie. En tout cas, pas maintenant. Oui. Je ne le sens pas. Maintenant, ça peut changer, mais je ne le pense pas. Et je pense qu'avec l'organisation, des congés un peu plus programmés, on peut bien vivre une vie de famille. Bien sûr. Pas comme toutes les autres, mais on peut... Oui, on s'adapte à son programme, enfin à sa carrière aussi. Mais moi, ce que je veux savoir, tu ne m'as pas répondu par rapport à la fatigue. La fatigue. C'est vrai que c'est fatigant. Après 3-4 vols, on est quand même fatigué. Oui, parce que j'imagine décoller, atterrir. Il y a quand même un petit stress à chaque fois. Bon, on le gère, voilà, un peu. Tout à fait. Et bon, après, ça fatigue, en fait, ça draine. Ça fatigue. Ça draine un peu. Il y a beaucoup de fatigue. C'est pour ça qu'en tant que pilote, on se donne un style de vie très sain. Il faut se reposer, il faut bien manger, il faut se reposer. Quand moi, je reviens du boulot, je ne vais pas avoir du temps spécialement pour papoter. J'ai besoin de ces 2 heures pour te ressourcer. Pour moi. Donc, évacuer. Même si je ne dors pas, et que je suis sur mon téléphone, ce n'est pas pour régler des histoires. C'est pour me relaxer. Et tu peux avoir des routines aussi, des séances du sport, des massages. Mais en tout cas, le stress, il est là. La fatigue, elle est là.
Mais comme notre programme est réglementé, on a quand même des heures minimum de repos avant de reprendre une autre séquence de vol. Donc, on gère, on fait avec. Et quels sont les... Parce que bon, j'imagine que c'est sympa aussi de voyager. On visite d'autres pays, on rencontre d'autres gens. Donc, quels sont aussi les petits plaisirs de... Bien sûr, on n'a fait que parler des inconvénients. Du stress, de la fatigue. Il n'y a pas que ça, justement. Il y a aussi le bon côté. Moi, je dors dans de très beaux hôtels. Oh. Voilà. Moi-même, j'ai envie d'être pilote à cause de ça. Bon, non. Genre, ça dure 2 minutes à mon envie d'être pilote. Donc, si ça peut motiver, ce côté-là peut motiver. Oui, le côté de voyage, je pense, est très intéressant pour des gens qui veulent explorer, qui veulent sortir un peu de leur pays, de leur environnement. Bien sûr. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on devient pilote parce qu'on veut voyager. Non, voilà. Oui, bien sûr. Il faut des aptitudes, du potentiel et tout. Mais c'est l'un des avantages de rencontrer des personnalités, de rencontrer des gens, de changer de dormir dans d'autres endroits. Oui, bien sûr. Moi, je dors souvent 3 nuits chez moi. Je dors 4 nuits ailleurs. Et ça me plaît. Ça ne me dérange pas. Il y a des personnes qui n'aimeraient pas ça. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, c'est aussi des avantages de rencontrer un petit carnet d'adresses, de rencontrer des gens, de changer d'air. Et puis, il y a du bon côté aussi. Donc, où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je suis toujours pilote, ça c'est sûr. Mais tu sais pas, peut-être que tu seras mère de 2 enfants déjà, tu sais pas. Pourquoi pas? Mais 2 enfants, peut-être des jumeaux. Ah donc même ça, tu vas voir parce que... Non, finalement, je veux bien parce que, tu sais, dans la carrière de pilote, si moi je tombe enceinte, je ne pourrai plus travailler. Oui, c'est ça. Donc tu veux mettre tout ensemble. Mon expérience se compte en heures de vol. Donc plus je travaille, plus j'ai de l'expérience. Donc peut-être on va faire un 2 en 1. Tu fais un vitro et puis comme ça tu as 2 enfants. Peut-être tu sais qu'il y en a qui font même 3 en même temps qu'ils sortent. Non mais je fais 2, ça va. Donc dans 5 ans, je me vois toujours pilote. Ouais, c'est bien. Ma vie personnelle, on le met entre les mains de Dieu. Mais je me vois pilote, peut-être mariée avec des enfants, mais pilote encore à fond dans pour sûr, pour sûr. En tout cas, vraiment félicitations. Merci. C'est vraiment, c'est admirable, parce que nous, je pense que, à notre époque, les femmes pilotes, je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Mais je vois que la jeunesse vraiment se donne à fond et puis n'a beaucoup moins peur. Et beaucoup plus ouverte à différents métiers. Et je pense que c'est très bien. Et vraiment, je t'encourage surtout vraiment à encourager les autres jeunes. Et je t'encourage aussi, surtout toi aussi, dans ce que tu fais, à aller encore plus loin, vraiment commandant ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est commandant qui est le... C'est commandant qui est le... Voilà, le commandant de l'avion. Dans 5 ans, justement, peut-être commandant, qui sait. Donc vraiment, vraiment courage et puis félicitations. Merci. Voilà. Maintenant, on va passer au petit cadeau. Donc, quand tu viens, tu sais, on fait la promotion des entrepreneurs africains, comme on fait la promotion des pilotes aussi africains. Donc, le petit cadeau, c'est, on t'offre quelque chose, un cadeau d'un entrepreneur africain. Voilà, donc là, ce sont des sandales qu'on a commandées pour toi et que Seko, une jeune femme ivoirienne aussi, qui a créé sa marque de chaussures ici en Côte d'Ivoire, produit en Côte d'Ivoire. Et donc, on espère que tu vas aimer. Tu peux ouvrir, parce qu'il faut un peu faire. On essaye de... Unboxing ensemble. Voilà. Elle sera contente. Voilà. C'est très joli. Voilà, une jolie paire de sandales que tu peux, mais tu peux pas porter ça pendant tes vols. Ça, c'est quand tu vas te relaxer à l'hôtel. À l'hôtel, bien sûr. Entre 2 vols à l'hôtel. Voilà, c'est ça. Merci, c'est très gentil. Et sinon, aussi, on t'a pris aussi, et ça, je pense pas que vous allez encore au Rwanda, non, avec la compagnie aérienne, mais on t'a pris des petits paniers du Rwanda. Donc, c'est une autre dame qui vend ça ici, voilà, donc c'est très très joli aussi. Donc ça c'est une boîte à bijoux et dedans il y a un petit cadeau aussi encore. Tu peux ouvrir aussi. D'accord. Voilà, et c'est Art Kissy Déco. D'accord. Elle est en train d'ailleurs d'ouvrir sa boutique. Ce sont des jolies boucles d'oreilles. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Voilà, quand tu t'en vas en Afrique du Sud, tu peux mettre, ou bien quand tu vas à Accra ou à Lomé ou dans la sous-région. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je t'en prie. Merci, à très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Merci et au revoir.